Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Louis Oeselter du Figaro et de Georges Fenech. Le rapport sur le frérisme, sur l'entrisme des frères musulmans en France a été débattu en Conseil de défense. Emmanuel Macron demande... On se demande pourquoi d'ailleurs, pour des raisons politiques peut-être parce que Bruno Retailleau prend trop la lumière, demande qu'il revoie sa copie avec de nouvelles propositions à venir au début du mois de juin, alors que je voyais tout à l'heure chez mes confrères de BFM TV Manuel Valls demander l'interdiction des frères musulmans, comme ça a été le cas dans plusieurs pays. Je voyais et j'entendais Charles Rodwell tout à l'heure ici dans ce studio qui demandait toute une série de mesures également, puisque son parti et le chef de son parti, Gabriel Attal, chef de file des députés EPR, s'est saisi de la question, et il a pris la parole aux 4 colonnes tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On écoute l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. J'ai l'impression de revivre les mêmes arguments et les mêmes débats en 2004, quand le gouvernement de Jacques Chirac à l'époque avait décidé de la laïcité dans les établissements scolaires, d'interdire le port de signes ostentatoires religieux dans les établissements scolaires. Tout le monde avait dit c'est inapplicable, ça ne pourra pas être fait. Eh bien, ça a été fait. J'ai l'impression d'entendre les débats qu'il y avait eu au moment de l'interdiction de la burqa dans l'espace public. Tout le monde avait dit c'est impossible, ça ne pourra pas être mis en place, ça ne pourra pas être fait. Ça a été fait. J'ai l'impression d'entendre ceux qui me reprochaient à l'époque où j'ai interdit le port de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires, qui disaient ça va être impossible à mettre en œuvre, ça ne pourra pas être fait. Ça a été fait. Parce que la République, elle est forte. Parce que quand on édicte des principes de manière très claire, on est capable de les faire appliquer. Moi, je considère que le rôle des politiques, c'est de mettre des limites pour défendre notre République. Eh ben, très bien. On a envie de dire, Louis Oeselter, appliquons, allons-y. Non mais on ne peut rien appliquer en ce moment. Enfin, en ce moment, je dis jusqu'en 2027. Si vous voulez lancer à l'Assemblée. Parce que le Parlement. Parce que le Parlement, parce qu'il n'y a pas de majorité. Et puis parce que même dans l'exécutif, personne n'a assez de légitimité, d'impulsion politique. Vous pensez au président de la République ou au Premier ministre, vous ne dites pas que là, ils ont assez de dynamique et de force politique. Et le ministre de l'Intérieur tout seul. Pour aller ce sujet-là. Alors ça, c'est intéressant. Et le ministre de l'Intérieur tout seul, qui maintenant est chef de parti, chef du parti des Républicains. On sent bien que le message qu'il fait passer, même si de l'intérieur, il essaye de mettre les sujets sur la table, le sous-entendu, c'est qu'il dit que la plupart des mesures qu'il préconise, il ne peut pas les mettre en œuvre maintenant, qu'il faudra le faire plus tard. Mais c'est quand même intéressant ce qui s'est passé dans ce fameux Conseil de défense ce matin. On attendait des mesures à la sortie de ce Conseil de défense. Le rapport, il était déjà là. Donc bien sûr. Déjà, dans ce rapport, certes, il y a des choses nouvelles parce que c'est documenté. On découvre l'Amérique, c'est Christophe Colomb. Un sujet qui était parfaitement connu, bien et sûr. Que la stratégie des frères musulmans depuis leur fondation dans les années 20 ou les années 30 de se répandre en Europe, tout ça a des décennies, et d'ailleurs le rapport rappelle très bien la genèse et l'historique de cela. En revanche, il n'y a pas de décision en sortie de Conseil des ministres. 2 interprétations. L'interprétation, alors la version d'Emmanuel Macron, c'est que le gouvernement n'est arrivé pas assez préparé, que les propositions n'étaient pas à la hauteur, qu'il faut revoir la copie. On peut avoir une interprétation plus politicienne selon laquelle, en réalité, Bruno Retailleau prend beaucoup la lumière, et c'est vrai que c'est lui qui met beaucoup ces sujets sur la place publique. Et il y a évidemment une volonté d'Emmanuel Macron de se réapproprier à son niveau ce sujet-là. Ce qui m'interroge un peu, parce que pourquoi dire, pourquoi faire, le dire, c'est fait, c'est dans ce rapport. Et puis les gens sont pas dupes. Pourquoi faire, quelle action, sachant que il est au pouvoir depuis 8 ans. Si vous permettez, Louis, justement, je voudrais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire avec une réflexion que je me fais depuis ce matin sur le fonctionnement actuel de nos institutions. Intéressant. Franchement, est-ce que le président de la République est toujours dans ses attributions que de s'occuper de ce genre de choses? Parce que ce n'est pas des attributions qui relèvent du gouvernement et exclusivement du gouvernement. Il fait une sorte de tentative de retour sur la politique intérieure française, comme après son grand monologue l'autre soir sur TF1, n'est-ce pas, de politique intérieure, mais il n'a plus les manettes. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui M. Bayrou et M. Retailleau de déposer un projet de loi sur la loi séparatisme de personnes? Je rappelle que M. Bayrou a tout le pouvoir pour le faire, que l'article 20 de la Constitution lui dit
que c'est lui, maintenant, le gouvernement qui détermine et conduit l'action du gouvernement. Donc il pourrait, voilà, et en plus il est indéboulonnable, car comme vous le savez, à partir du moment où le Premier ministre est nommé, il est indéboulonnable. Il faut qu'il démissionne. Si, c'est comme ça, c'est la Constitution. Dans la pratique, ça se passe pas comme ça, mais c'est la Constitution. Oui, il procède du président quand même, le Premier ministre. Bon, donc moi c'est ma première réflexion, si vous voulez. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de preuve, de vouloir prouver par autoritarisme qu'il est toujours là et que c'est toujours lui qui mène ce genre de débat. Moi, j'attends à ce que M. Retailleau, qui est légitime aujourd'hui pour le faire, dépose le plus rapidement possible un projet de loi sans attendre je ne sais quoi. Alors, est-ce que c'est la loi là ? Est-ce qu'il a la cité d'avoir le feu vert de qui que ce soit avec le gouvernement pour déposer un projet de loi ? Mais sur le fond du sujet, est-ce que ce que décrit le rapport, c'est quand même... J'ai l'impression d'être dans un match de foot, là, je commente. C'est la prise de balle, quoi. La balle au centre. Voilà. Non, je crois pas qu'il y ait... Non, en plus, c'est pas un match, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre nous. Non, mais c'est la conduite de balle. Ce que je veux dire est complémentaire. Alors, votre réflexion institutionnelle est juste sur les attributions du président, sa manière de se réapproprier une place qui normalement n'est pas la sienne dans la Constitution, compte tenu de la situation. Je suis d'accord avec vous. Sur le fond, en revanche, je me demande, au-delà des contingences, du blocage du Parlement, des complications politiques et donc de l'impossibilité, sans doute, de faire passer une loi réelle, avec un réel contenu, rapidement sur ce sujet. Je crois que ce que décrit le rapport et ce que décrivent les nombreux travaux sur l'infiltration frériste dans notre société, c'est surtout qu'un modèle de société est proposé aux gens. Et d'abord aux musulmans, en fait. Parce que c'est la fameuse stratégie de réislamiser les musulmans en leur disant vous n'êtes pas assez musulmans, et on constate que ça marche. C'est une radicalisation de beaucoup de musulmans en France, y compris musulmans français, qui s'expriment par rapport, notamment à travers le port de signes religieux dans l'espace public et des revendications de nature communautaire. Est-ce que face à ce qui est proposé comme un modèle de société, une réponse purement législative et technique suffit ? Alors, je ne crois pas que ce soit, déjà, je ne crois pas que ça se passe uniquement à l'échelle du ministère de l'Intérieur. Bien. Il est important qu'il y ait des mesures de contrainte, que tout ça soit développé, mais je crois que c'est une réponse beaucoup plus forte. D'ailleurs, je ne sais pas vous la développer laquelle. Là aussi, je suis en total accord avec lui. Moi, je pense que tout cela ne relève plus maintenant de la loi. On a déjà des dispositifs législatifs protecteurs, notamment dans les écoles, etc. Peut-être qu'on peut faire autre chose pour le sport, quelques-uns. Mais dans l'espace public, c'est voué à l'échec. Moi, je crois que cette affaire relève effectivement d'une action quotidienne à différents niveaux, notamment celle des élus locaux. Moi, je les connais, ils font un travail remarquable. Celle des associations, celle dans les différents ministères, avec des décrets, avec des vigilances, avec des contrôles dans les écoles hors contrat ou sous contrat. C'est une action quotidienne pour empêcher cette avancée d'une idéologie mortifère, une idéologie en tout cas qui est contraire aux valeurs de notre République. Alors, quand on écoute Xavier Bertrand, il parle, et ses parents, tout à l'heure également dans la première heure de l'émission, on parlait d'un angle mort. Alors j'aimerais bien entendre ce que dit le président de la région des Hauts-de-France. Je suis avec Bruno Retailleau dans le bureau de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Il y a aussi Nicole Belloubet, qui est la ministre de la Justice, et on demande d'intervenir pour justement interdire, il a fait une proposition de loi, Bruno Retailleau, les listes communautaristes. Qui s'étaient manifestées aux élections européennes. On dit attention aux élections municipales, il ne faut pas qu'il y ait ces listes communautaristes qui proposaient notamment des menus différenciés dans les cantines et des horaires différenciés dans les piscines pour que les hommes et les femmes ne soient pas au même moment. Ça nous a été refusé. Alors il y a eu ensuite, après l'assassinat de Samuel Paty, la loi sur le séparatisme. Pour lutter contre le séparatisme, aujourd'hui, il nous faut lutter contre l'entrisme. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Et je voudrais aussi qu'on écoute une nouvelle fois, parce qu'on l'a écouté tout à l'heure, en première heure, Florence Bergeau-Blaclair. Elle était ce matin chez Dimitri Pavlenko dans la matinale et elle a fait une explication très très importante sur ce qu'est le halal chez les frères musulmans. On écoute. Halal, pour eux, n'a rien à voir avec la viande. On croit toujours qu'il s'agit de boucherie halal. Non, halal, c'est l'élément qui s'oppose au haram. Voilà. C'est ce qui est permis contre ce qui est interdit. Et donc, il faut que l'ensemble de la société, il faut que l'individu, de la naissance à la mort, vive dans le halal, dans cet espace normatif du licite. Et donc, toutes ces activités, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut faire, tous ses projets,
doivent avoir comme objectif l'adoration de Dieu, de plaire à Dieu, qui a des exigences particulièrement strictes. Voilà, et tout ce qui est halal pour les frères musulmans est supérieur à tout, y compris aux lois de la République. Et donc, l'angle mort, c'est très bien, Monsieur Attal dit on va interdire le voile islamique pour les jeunes filles de moins de 15 ans. Très bien, alors on interdit, mais c'est dans l'angle mort, parce que d'une certaine manière, dans les familles très très religieuses, on va dire tu vas porter le voile parce que c'est au-dessus de toutes les lois. Et Monsieur Gabriel Attal va dire non, c'est pas. Vous comprenez, on reste. Il y a quelque chose qui se collise, il y a quelque chose qui se percute. Et on en parlait avec Charles Rodel tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait ? Non mais lutter contre cette idéologie, lutter contre l'entrisme, ça suppose une action, encore une fois, de chaque instant. Pardon, mais je fais part de mon expérience. Bien sûr. J'ai lutté contre l'entrisme de mouvements sectaires qui ont aussi des idéologies totalitaires. Vous savez, une organisation sectaire, c'est une idéologie totalitaire qui ne supporte aucune contestation et qui a un modèle de contre-société. Eh bien, on arrive à contenir par la persuasion, par l'information, par les contrôles qu'on peut faire dans les écoles. Mais vous pouvez pas interdire. J'ai jamais vu une organisation sectaire être interdite en France. Là, dans l'islamisme frériste, on est dans une forme de dérive de l'islam, avec des manifestations qui nous choquent, à juste titre, et qui vont à l'encontre notamment des mineurs, à juste titre. Ce que dit Monsieur Attal, ça part d'un bon sentiment, mais c'est totalement, de mon point de vue, irréaliste et inapplicable dans le domaine public. Mais comprenez bien que c'est pas une loi qui va dire j'interdis cette idéologie, ça n'existe pas. Peut-être qu'on le fait en Égypte, je sais pas comment ils s'organisent, ou en Jordanie. Maintenant, sur la question des listes électorales, là, Xavier Bertrand a raison, on peut parfaitement interdire effectivement une liste électorale qui se revendique. Mais c'est pas le sujet. En fait, c'est pas le sujet. Vous avez raison. Le sujet. Et d'ailleurs, c'est expliqué au Figaro. Nous avons révélé hier une note qui a été publiée à la Fondapol par le préfet Alexandre Brugère, qui est le préfet des Hauts-de-Seine, préfacée par Bruno Retailleau, et ce préfet-là étant un ancien directeur de cabinet de Gérald Darmanin, qui a fait une note sur l'islamisme sur le terrain. Comment ça se passe dans son département, dans le 92, où il a un tiers des mosquées et salles de prière qui sont soit sous la coupe d'islamistes, soit menacées d'être prises en charge par des islamistes. Sur les listes communautaires, il a cette réflexion parce qu'il parle avec les maires de son département. Le danger n'est pas tant les listes communautaires, parce qu'en fait elles se voient tout de suite et que les tentatives qui ont été faites jusqu'ici n'ont jamais vraiment prospéré. Non. C'est plutôt les communautaires dans les listes, c'est-à-dire l'entrisme, justement, et c'est toute la stratégie des frères musulmans, l'entrisme de gens qui vont placer tel conseiller municipal en échange de tant d'apport de voix parce qu'on va nous donner une subvention ou une mosquée. C'est tel membre de cabinet ou tel agent de la mairie qui est placé là parce qu'il fait de l'entrisme islamiste. C'est plus insidieux que simplement une liste où il va y avoir que des femmes volées. Ça n'existe pas, ça n'existera pas parce que ça ne marche pas. C'est plus insidieux que ça et c'est plus pernicieux et ça risque de se présenter à nouveau au municipal de 26. On en revient à ce que je dénonce dans toutes les émissions que je présente, c'est le carriérisme politique. C'est-à-dire que à la fin, il n'y a plus de conviction. On ne défend plus. C'est le clientélisme. Mais oui, on ne défend plus une conviction, qu'elle soit de gauche, de droite. On défend son beefsteak, on défend son mandat parce que à la fin, il y a des élections et que j'ai besoin d'être élu parce que en bas à droite, sur ma fiche de paye, j'ai tant et je peux nourrir mes gosses. C'est hallucinant. À chaque fois, c'est du clientélisme et au-delà, vous pouvez avoir un élu local et vous en avez connu plein, Georges Fenech. Vous pouvez avoir un élu local qui pendant 20 ans a très bien, administré ses concitoyens. Il a mis de l'argent dans les crèches, dans les ronds-points, dans les machins. Tout est extraordinaire. Et puis à la fin, on lui dit tiens, mais oui, mais alors on va peut-être mettre quelqu'un de plus jeune là. Et ben non. Et ben voilà, ça revient. Et voilà. Et le clientélisme, comme vous dites, le carriérisme, comme je dis. Et j'en reviens toujours à ce petit pays frontalier qui s'appelle la Suisse, où il n'y a pas de carriérisme politique. Non. Pourquoi ? Parce qu'on prend des gens de la société civile, on les prend 6 ans pour un mandat cantonal ou fédéral, et après on les rend à leur employeur, et l'employeur est obligé de les reprendre. Et il n'y a plus de clientélisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon allez, j'arrête de m'énerver. Il est 20h45 sur Europe.